L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Nous sommes le 26 octobre 1924 au Belize, petit pays d'Amérique centrale qui s'ouvre à l'est sur la mer des Caraïbes et à l'ouest sur une jungle riche, dense. Il est environ 15 heures lorsque Anna Mitchell Hedges pénètre dans le Lubantoun, un ancien site maya datant de l'an 700, composé d'une succession de cours, de temples et de palais. Anna, âgée de 17 ans à l'époque, accompagne son père, un aventurier autodidacte dont la vie aurait inspiré le personnage d'Indiana Jones. Pour arriver jusqu'au site, ils ont marché des jours durant à travers une jungle hostile, truffée de serpents, de scorpions et d'autres animaux tout aussi sympathiques. C'est en grimpant au sommet de l'un des temples que la jeune fille remarque à travers des interstices une intense lumière semblant venir d'une chambre située au cœur de l'édifice. Ce que Anna Mitchell Hedges découvre, et elle ne le sait pas évidemment, c'est tout simplement l'un des objets les plus fascinants et mystérieux que l'on puisse imaginer. Un crâne de cristal d'une pureté absolue. Un crâne lié à une légende. Il est 15 heures. C'est l'heure H de mon histoire. Si vous aimez les légendes, les mystères liés aux civilisations perdues, les objets aux propriétés mystiques, les phénomènes inexpliqués, alors vous allez adorer cette histoire pleine de rebondissements. Il y a deux légendes autour des crânes de cristal. La première est une légende amérindienne pour laquelle je vous demande un petit effort d'imagination. Celle-ci raconte qu'à l'origine, il y aurait eu dans l'univers 12 mondes où la vie humaine existait. Chacune de ces 12 planètes aurait encodé un crâne pour aller le déposer sur une 13e planète. Et je vous laisse deviner laquelle. Eh oui, la Terre. La Terre étant le plus jeune de ces mondes. C'est ici que des anciens auraient donc déposé des crânes pour faire don de leurs connaissances aux hommes, mais aussi pour les aider à bâtir des civilisations qui se sont développées sur des continents mythiques, tels que l'Atlantide. L'Atlantide, vous voyez ? Pas vraiment ? Eh bien, pour le philosophe grec antique Platon, l'Atlantide était une civilisation avancée et florissante, située au-delà des colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar. L'Atlantide était gouvernée par une série de rois qui étaient choisis par les dieux eux-mêmes. Les sociétés étaient très avancées technologiquement et avaient développé une architecture complexe, des canaux et des ponts. Son économie était prospère, grâce à l'exploitation de riches gisements d'or, d'argent et d'oricalque, un alliage légendaire aux propriétés mystiques, dont des pouvoirs de guérison. Mais voilà, c'est toujours la même histoire. Après la prospérité vient la décadence. L'Atlantide aurait finalement succombé à l'arrogance et à la corruption de ses dirigeants. Les dieux aurait décidé de punir les Atlantes en les inondant, engloutissant l'île sous les eaux de l'océan Atlantique. Cette destruction aurait eu lieu il y a environ 11 000 ans. Donc il est clair qu'aucune preuve concrète de l'existence de l'Atlantide n'a jamais été trouvée, même si certains et certaines y croient encore aujourd'hui. Bien, revenons les pieds sur terre. Je vous propose d'accorder un peu plus de crédit à une autre légende qui existe à propos des crânes de cristal. Il s'agit de la légende maya, qui ne fait pas référence à une origine extraterrestre. Celle-ci prend sa source chez les Olmecs, l'une des plus anciennes civilisations précolombiennes qui, elle, a réellement existé dans la région côtière du golfe du Mexique. Les Olmecs ont prospéré du début du 2e millénaire avant notre ère jusqu'il y a environ 1600 ans. Ils sont souvent considérés comme l'une des cultures mères de l'Amérique, car de nombreuses caractéristiques culturelles que l'on trouvera plus tard chez d'autres peuples autochtones, tels que les Mayas et les Aztèques, ont des racines dans la civilisation olmèque. Les Olmecs sont connus pour leur art sophistiqué, y compris des sculptures monumentales en pierre et des masques en jade. Ces têtes colossales sont considérées comme l'une des réalisations artistiques les plus remarquables de leur civilisation. Ils ont également développé un système d'écriture précoce et pratiqué une agriculture sophistiquée, y compris la culture du maïs et d'autres cultures de base, ainsi que l'élevage. Les Olmecs seraient à l'origine de ces fameux crânes de cristal.
Il les aurait créés il y a environ 4000 à 5000 ans. Par la suite, les Mayas puis les Aztèques ont succédé aux Olmèques à la garde des fameux crânes. Et voilà. Il semblerait que ces derniers aient failli à leur mission et seraient responsables de la séparation et de la disparition des différents crânes dispersés partout dans le monde. Des crânes soi-disant dotés de pouvoirs mystiques et de propriétés magiques. On raconte aussi que les Mayas pourraient les avoir dispersés volontairement pour qu'ils échappent à l'envahisseur espagnol. Toujours est-il qu'il existerait 13 crânes de cristal, chacun d'entre eux représentant une tribu différente de la civilisation maya ou aztèque. Selon les Mayas, ils auraient le don de parler, de chanter et, réunis ensemble, détiendraient des pouvoirs encore plus impressionnants. La légende raconte que ces crânes sont censés contenir des informations cruciales sur les origines de l'humanité et sur son avenir. Et puis, plus fort encore, toujours d'après la légende, une fois tous réunis, ils donneraient la clé de quelques-uns des grands mystères de la vie. Ils permettent aussi le renouveau de la civilisation aztèque et éviteraient la fin du monde. Rien que ça. Bien. Voilà pour les légendes. Mais, légende ou pas, toujours est-il que ce 26 octobre 1924, Anna Mitchell Hedges se retrouve au cœur d'un temple situé sur un ancien site maya datant de l'an 700. Elle a devant elle un crâne d'une beauté et d'une complexité incroyable, avec des détails minutieux et une clarté cristalline qui le rend presque réaliste. Elle n'en croit pas ses yeux. Et elle le sent. Elle le sent, cette découverte est tout à fait exceptionnelle. Se trouver à portée de ce crâne doit bien évidemment se mériter. Il faudra à Anna et à son père plus de 3 longues semaines pour se frayer un passage à l'intérieur de la construction envahie par la végétation. De longues journées à couper lianes et autres végétaux qui, depuis des siècles, se sont installés et ont colonisé les lieux. On le sait, la nature reprend toujours ses droits. Avec son père et leur guide, ils déplacent une à une de lourdes pierres pour dégager un passage permettant de pénétrer dans le temple. Et tout cela sous une chaleur humide et étouffante. Et que dire des nuits blanches que leur imposent les moustiques d'un gabarit jamais vu jusqu'alors. 3 semaines. 3 semaines d'un dur labeur pour permettre à Anna Mitchell Hedges de pénétrer dans la pièce centrale du temple. Enfin. Enfin, le crâne est là, devant ses yeux. Posé sur son socle, il n'y a plus qu'à le cueillir. Nous sommes en 1924 et bien entendu, la jeune Anna n'a pas vu le film de Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui ne sortira que 57 ans plus tard. Pour la petite histoire, le premier film parlant ne sortira qu'en 1927. Elle n'a donc pas vu cette fameuse scène quand Indiana Jones prend une statuette en or sur un socle, ce qui déclenche un éboulement général. Pour y échapper, Indiana Jones frise la mort à de nombreuses reprises, mais Anna hésite quand même. C'est trop beau, se dit-elle. Elle pense à un piège. Elle reste figée, malgré la force irrésistible qui l'attire vers l'objet. Un pressentiment, ou plutôt un malaise. Alors, faut-il y toucher, le laisser? Elle sait que le prendre, c'est le voler. Mais le voler à qui? Ça, c'est une autre histoire. C'est à ce moment que le soleil s'invite dans la pièce. Un rayon pénètre par l'espace emprunté par la jeune fille et tape pile à l'arrière du crâne. Une lumière puissante jaillit alors des yeux, du nez et de la bouche du crâne. C'est comme si le rayon avait décuplé de puissance en passant dans le cristal. D'un seul geste, Anna saisit l'objet mystérieux, le glisse dans un sac qu'elle accroche à sa ceinture. Puis elle se retourne pour attraper l'échelle de corde, mais plus rien. Plus d'échelle. Comment se fait-il? Elle appelle son père qui l'attend au sommet du temple, à la sortie, mais aucune réponse. Si personne ne lui vient en aide, Anna n'a aucun moyen de sortir du temple dont toutes les issues sont figées par le temps depuis des siècles. Si personne ne vient, ce temple sera son tombeau.
Elle appelle encore, et cette fois, son père finit par lui répondre et l'échelle de corde réapparaît enfin. La jeune fille remonte très vite pour le rejoindre, le crâne toujours enveloppé dans son sac, accroché à sa ceinture. Elle est dans un état second quand elle retrouve son père à l'air libre. Elle sort le crâne du sac et, à sa vue, leur guide a un geste de recul. Il dit alors quelques mots dans une langue inconnue et il s'incline dans un geste de respect. Puis, il se retourne et se met à courir vers la forêt en répétant à plusieurs reprises ces mêmes mots. Le père et la fille restent un moment sans bouger. Puis, Frederick Mitchell Edge attrape sa fille par le bras et lui dit « Bon, là, on ne doit pas traîner. Si on veut sortir vivant de cette jungle, il faut se mettre en route, tout de suite. » Le père explique à sa fille qu'il avait demandé au guide de surveiller sa remontée pendant que lui-même se plongeait dans une carte, muni de sa boussole, pour évaluer le meilleur trajet pour rejoindre Punta Gorda, situé à quelques 40 km d'où il se trouve. C'est donc le guide qui a retiré l'échelle de corde, lui qui maintenant vient de les abandonner à plusieurs jours de marche de leur point de retour. Mais pourquoi ? Pourquoi les avoir abandonnés ? Ils font évidemment le lien avec l'objet dérobé dans le temple, un crâne sacré. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas n'importe quel crâne et la réaction de leur guide lui donne encore plus de valeur. Après une marche forcée de quelques heures, Anna et son père, épuisés, font une pause pour la nuit. Le matin suivant, ils prennent le temps d'examiner leurs trouvailles. Le crâne de cristal mis au jour par la jeune fille est d'une pureté impressionnante. Il est composé de cristal de roche. Pour celles et ceux qui l'ignorent, la pierre de cristal de roche fait partie de la famille des quartz. C'est un quartz incolore, essentiellement composé de dioxyde de silicium. Le crâne fait environ 5 kg et est formé de 2 parties. La mâchoire est amovible. Son père fait l'hypothèse qu'il s'agit d'un crâne utilisé dans les rites ésotériques par les prêtres mayas. Il le surnomme le crâne du destin funeste, car il pense qu'il était utilisé pour faire mourir un individu lors d'incantations. Pour Frederick Mitchell Edge, explorateur averti, le verdict est sans appel. En dehors de l'absence des sutures crâniennes, c'est une reproduction quasi parfaite d'un crâne humain d'une femme amérindienne. Cette découverte marque le début d'un grand mystère qui va s'étaler sur plusieurs dizaines d'années. D'autres crânes de cristal vont être découverts à différents endroits du globe, mais n'allons pas trop vite. En 1927, la famille rentre en Angleterre accompagnée du fameux crâne. Et là, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ne parlent à personne de leur trouvaille extraordinaire. Ni journalistes, ni antiquaires, ni musées. Frederick Mitchell Edge va garder l'histoire secrète pendant 27 ans. Ce n'est qu'à sa mort que le crâne va sortir de l'ombre lorsque sa fille, Anna, envisage de le vendre. Dans son autobiographie, parue quelque temps avant son décès, on peut lire ceci. « J'ai mes raisons pour ne pas révéler comment il parvint en ma possession. Mais aussi, il est vieux de 3600 ans et, selon la légende, servait aux prêtres mayas pour accomplir des rites ésotériques. Le crâne va alors être sur le devant de la scène et deviendra célèbre sous le nom du crâne du destin. Mais il y a un hic, et il est de taille. Contrairement à leurs voisins aztèques, les Mayas ne vouaient aucun culte au crâne et les détails de façonnage ne semblent tout simplement pas correspondre aux techniques de l'époque. Et la quête de la vérité va prendre des dizaines d'années. En 1970, le crâne de cristal est analysé par les laboratoires de la compagnie d'ordinateurs Hewlett-Packard, spécialisée dans le quartz et le cristal de roche. Malgré des moyens puissants et très sophistiqués pour l'époque, les conclusions des analyses aboutissent à une impasse. Ce qui est sûr,
Le crâne de cristal d'Anna a bien été sculpté dans un seul et unique bloc de cristal. Le cristal est une roche qui possède un degré de dureté très élevé et elle ne peut pas être coupée. Or, le crâne possède 2 mâchoires distinctes séparées et a été taillé minutieusement. Pour la taille d'une telle pièce, il aurait fallu utiliser soit des cristaux plus durs, soit des outils en diamant. De plus, l'objet est taillé contre le grain, c'est-à-dire contre sa structure cristalline naturelle. Le souci d'une telle taille est qu'un seul faux mouvement, même infime, briserait instantanément le cristal. Première conclusion, les Mayas ne disposaient pas d'une technologie à même de réaliser un tel ouvrage. Mais, et c'est un grand mais, on ne détecte aucune utilisation de fabrication mécanique qui aurait permis la réalisation de l'objet. Mais alors, quand et comment a-t-il été fabriqué? La datation au carbone 14 n'étant pas possible pour le cristal de roche, les scientifiques n'ont d'autre choix que de conclure que ce crâne aurait été entièrement réalisé par polissage manuel, c'est-à-dire avec du sable, de l'eau et beaucoup de temps. En imaginant que le polissage ait été effectué en travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, on a calculé que sans les outils du monde moderne, il aurait fallu 500 ans pour que ce crâne soit taillé et sculpté. C'est en effet le constat de Rudolf Distelberger, ancien directeur au Musée des Beaux-Arts de Vienne. Il dit ceci: « Si l'on exclut l'intervention des forces surnaturelles, les Mayas ont donc dû fabriquer leur crâne en cristal par polissage manuel. Un travail inimaginable qui aurait duré des siècles. Il est difficile d'imaginer comment un tel ouvrage aurait pu être mené à bien. » Pour le professeur Norman Hammond de l'université de Cambridge, tout cela ne tient pas la route. Il déclare: « Rien ne prouve que le crâne se soit trouvé à proximité du Lubantoun. On n'a retrouvé sur le site archéologique aucun autre objet du même type. L'histoire de Mitchell Hedge est impossible à prouver et contredit tout ce que nous savons. » Soit. Mais en attendant, le temps qu'il aurait fallu et la perfection de l'objet écartent toute possibilité de fabrication artisanale. Le mystère demeure entier. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui dans l'heure H, nous parlons d'un véritable mystère, celui que représentent les crânes de cristal. Impossible que ces derniers aient été fabriqués par polissage manuel. Pourtant, malgré des analyses poussées, on ne détecte aucune utilisation de fabrication mécanique. Nous sommes au début des années 70, en pleine émergence de la nouvelle contre-culture sociale et le regain de spiritualité qui l'accompagne. Le cristal de roche est recherché pour ses vertus, c'est même devenu une mode. Le crâne du destin fascine. Pendant des décennies, Anna Mitchell Hedge va répéter son histoire, devenue un véritable mythe fondateur devant des auditoires toujours plus nombreux, tant les énigmatiques crânes captivent et hypnotisent. Elle touche en particulier tout un public New Age, sensible au pouvoir surnaturel dont il serait porteur. En 1992, les recherches s'intensifient et mettent en relation les autres crânes de cristal déjà découverts. D'autres crânes de cristal ont été répertoriés bien avant celui d'Anna. Plusieurs exemplaires de ces têtes humaines taillées dans du cristal de roche sont recensés dans le monde. Certains sont même exposés dans les grands musées. Le British Museum de Londres, le musée du Quai Branly à Paris ou le Smithsonian Institute à Washington ont dans leur vitrine l'un de ces objets fascinants. D'autres seraient entre les mains de collectionneurs privés portant le nombre de crânes à 12. Et tous furent longtemps décrits comme des chefs-d'œuvre d'origine maya ou aztèque. Mais leur provenance exacte reste inconnue.
Les crânes répertoriés dans les musées s'y trouvent depuis une période bien antérieure à celui qu'on a baptisé le crâne du destin. Ces artefacts ont fait leur apparition à la fin du XIXe siècle sur les marchés européens parmi les amateurs d'art et d'antiquité. C'est la docteure Jane Walsh, anthropologue au Smithsonian National Museum, qui va peu à peu faire la lumière sur l'origine de ces crânes. Elle étudie le crâne exposé au British Museum de Londres depuis 1898. Elle le confronte à un autre crâne de cristal, soi-disant aztèque, qui a fait l'objet d'une donation au Musée de l'Homme de Paris en 1878. Dans ses recherches, elle constate notamment que si l'on retrouve fréquemment le crâne humain et sa représentation dans l'art et l'iconographie aztèque, l'utilisation du cristal y est très peu faite allusion. Mais elle découvre aussi que plusieurs crânes mènent à la même personne, un dénommé Eugène Boban. Selon elle, la majorité de ces crânes auraient transité par le dit Eugène Boban et seraient des imitations fabriquées au XIXe siècle en Allemagne, à partir de quartz brésilien. Si les crânes ne sont pas précolombiens, d'où viennent-ils? Les experts n'ont encore que des conjectures à émettre. Eugène Boban, qui est antiquaire, est soupçonné d'avoir fait fabriquer les crânes de Paris et de Londres par des artisans d'Idar-Oberstein, une ville allemande où la taille des pierres précieuses se pratique depuis des siècles. Tout cela reste maintenant à prouver de manière irrévocable. Suite aux découvertes intrigantes de Jane Walsh, le British Museum décide en 1996 de procéder une fois pour toutes à des tests d'analyse d'usure sur les principaux crânes. Car s'il est impossible qu'ils aient été fabriqués à la main, il faut démontrer qu'ils l'ont été par des outils. Et à quelle époque? On l'a dit, une datation de l'objet est impossible à réaliser. Par contre, avec des instruments sophistiqués, on peut dater la technologie utilisée pour le fabriquer. Et le verdict finit par tomber. En comparant les types d'éraflures et de stries produites sur des objets contemporains réalisés en cristal de roche, les analyses effectuées au British Museum démontrent que les principaux crânes connus sont de fabrication récente. Sous le microscope électronique à balayage, on distingue indubitablement des traces d'outils modernes, celles laissées par des meules de joaillier qui n'existaient évidemment pas en Amérique précolombienne. Les crânes étudiés présentent 2 bandes nettes en arc de cercle à la surface. Et un seul outil peut en être l'origine. Une pointe de diamant industriel. Les pointes de diamants industriels n'ont été utilisées qu'à partir du XIXe siècle. Les crânes n'ont donc pas pu être fabriqués avant. Et pour les musées qui en exposent depuis des dizaines d'années, c'est évidemment la douche froide. Début 2008, le musée du Quai Branly déclare que son exemplaire a probablement été fabriqué à la fin du XIXe siècle. Yves Le Fur, directeur adjoint des collections du musée, annonce ceci. L'objet présente des marques droites et parfaitement espacées qui apportent la preuve de l'utilisation d'une roue de polissage moderne. Et il ajoute « L'expertise n'a pas été réalisée plus tôt parce que le musée de l'Homme, précédent propriétaire du crâne, jugeait impensable qu'il puisse être faux. » Quant au British Museum, il a déclaré ceci. « Nous ne voulons pas qualifier notre crâne de cristal de faux, car nous ne savons pas s'il y a eu une intention d'abus ou de tromperie au moment de sa fabrication. La seule chose que nous pouvons affirmer, c'est qu'il ne s'agit pas d'un objet précolombien. » En conclusion, dans le crâne de Londres, en exposition depuis plus de 100 ans que celui de Paris, labellisé aztèque depuis 1878, sont des faux. Mais qu'en est-il du crâne d'Anna Mitchell Hedges ? Un enquêteur américain, Joe Nickel, va s'intéresser de près à son histoire. Il découvre avec stupeur un document publié dans une revue en 1936. Il y est question d'un marchand d'art londonien, Sidney Burney, ayant acheté un crâne de cristal en 1933. Il découvre aussi une annonce de vente aux enchères du crâne en question chez Sotheby en 1943.
Et qui est l'acquéreur? Je vous le donne en mille. Eh oui, c'est le père d'Anna, Frédéric Mitchell Edge, qui achète le crâne pour la somme de 400 livres, soit 24 000 € actuels. Mais pourquoi cet achat intervient-il plus de 20 ans après la découverte d'Anna? La réponse semble évidente. Sir Frédéric Mitchell n'a jamais mentionné le crâne de cristal à son retour du Belize dans les années 1920. C'est tout simplement qu'il ne l'avait pas. Voilà pourquoi son autobiographie ne mentionne pas cette découverte. La découverte du fameux crâne du destin au Belize en 1924 est donc une pure invention. Et encore plus fort, sa fille Anna n'aurait jamais été à ses côtés lors de ses expéditions. Selon sa biographie, elle affirme avoir rejoint son père en 1926, soit 2 ans après la soi-disant découverte du crâne. Mais alors, me direz-vous, pourquoi cette folle histoire? Et encore une fois, la réponse est simple. À la mort de son père, sans ressources, il fallait trouver un moyen de vivre. Et l'histoire autour de cette découverte est un beau coup de pub pour en tirer de l'argent. Elle espère en obtenir 50 000 $, l'équivalent de 300 000 € actuels. Elle ne parviendra jamais à le vendre et finira par en abandonner l'idée. Par contre, elle va rentabiliser son crâne pendant des années en faisant le tour des États-Unis. Dans chaque ville où elle s'arrête, elle prend une chambre d'hôtel et le crâne est déposé sur un socle recouvert de velours noir avec un projecteur braqué sur lui. Elle fait payer 5 $ le droit de venir le regarder et même de le toucher. Elle le met aussi entre les mains de différents médiums et autorise certaines personnes à venir expérimenter les pouvoirs qu'il prête au crâne. On raconte que d'étranges phénomènes se seraient manifestés, mais aucun des pouvoirs éventuels du crâne n'a bien entendu jamais pu être prouvé. Quoi qu'il en soit, Anna raconte que c'est grâce à son crâne de cristal qu'elle a pu vivre heureuse et en bonne santé jusqu'à 100 ans. Elle raconte aussi que le crâne aurait communiqué avec elle durant toute sa vie. Ce n'est qu'en 2008, 1 an après sa mort, que son crâne est analysé à l'Institut Smithsonian de Washington. Après être scanné et passé au rayon X, le constat est le même que pour les précédents. Celui-ci est aussi l'œuvre d'un graveur de pierre contemporain utilisant des outils diamantés, de petits forêts et des molettes de découpe qui n'existaient pas à l'époque précolombienne. Anna a donc menti depuis le début. Elle n'a jamais découvert le crâne comme elle l'a raconté des centaines, voire des milliers de fois. Elle l'a tellement raconté qu'elle-même a fini par y croire. Et nous aussi, on y a presque cru. Mais tout mystère n'est pas résolu pour autant. Sur les 12 crânes révélés à ce jour, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que 9 de ceux-ci sont des faux. Par contre, pour les 3 autres, ils semblent authentiques. De quoi continuer à entretenir les fantasmes les plus fous. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui dans l'heure H, retour sur un mystère planétaire. Les crânes de cristal, soi-disant très anciens, ont livré leurs secrets sous l'auscultation implacable du microscope électronique à balayage. Il s'avère qu'ils ont été fabriqués au moyen d'outils modernes vers la fin du 19e siècle. Voilà le mystère des crânes de cristal résolu. Enfin, pas tout à fait. Même si la plupart des crânes de cristal qui ont été découverts à ce jour sont considérés comme des faux ou des répliques modernes, créées à des fins artistiques ou commerciales. Mais pour certains d'entre eux, la question de leur authenticité reste ouverte. Cela dit, il est possible que des crânes de cristal originaux existent encore, mais s'ils le sont, ils restent cachés et mystérieux, attendant peut-être d'être découverts par des aventuriers courageux et des chercheurs de trésors. Les hommes ont toujours rêvé de trésors.
Chacun d'entre nous a déjà fantasmé sur l'idée de mettre à jour un trésor caché, dans une cave, au fond d'un jardin ou ailleurs. Si la plupart des découvertes de trésors sont le résultat de fouilles archéologiques professionnelles, d'autres ont été réalisées par hasard par des agriculteurs ou par d'autres personnes. Certains ont eu la chance de leur vie. Ainsi, en 2013, un couple de Californiens découvre une collection de pièces d'or valant plusieurs millions de dollars dans leur jardin. Les pièces étaient enterrées dans des sacs en toile, probablement depuis plus d'1 siècle. Les chasseurs de trésors cherchent généralement des objets de valeur qui ont été perdus, cachés ou abandonnés dans le passé. Des pièces de monnaie anciennes, des bijoux, des artefacts historiques comme les crânes dont on vient de parler, des œuvres d'art ou d'autres trésors qui ont une valeur culturelle, historique ou financière. Dans tous les cas, ces trésors nous offrent un aperçu précieux de l'histoire, de l'art et de la culture des peuples qui les ont créés et possédés. Ce qu'on peut dire, c'est que de nombreux trésors fabuleux ont été découverts par l'homme à travers l'histoire. Ah, vous voulez quelques exemples ? Eh bien, très bien, accrochez-vous, on est parti. Commençons par un trésor dont on parle encore beaucoup. Le trésor de Toutankhamon. La découverte de la tombe de Toutankhamon est considérée comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. La tombe contenait de nombreux trésors, dont des bijoux en or et en pierres précieuses, des sarcophages en bois précieux et des statues en ivoire. Le trésor est conservé au musée égyptien du Caire, plus près de chez nous. La découverte de la tombe de Sutton-Hoo au Royaume-Uni en 1939 a révélé des trésors incroyables datant de l'époque anglo-saxonne, dont des bijoux en or et en pierres précieuses, des armes et des ustensiles en argent. En 1873, un archéologue allemand a découvert le trésor de Priam en Turquie. Il a affirmé que le trésor appartenait au roi Priam de Troie, bien que cela ait été remis en question. Le trésor comprenait des bijoux en or et en pierres précieuses, ainsi que des objets en argent, en bronze et en ivoire. Le trésor est conservé au musée de Pergame, à Berlin. Mais tous les trésors n'ont pas été découverts par des archéologues. Certains trésors ont été mis au jour tout à fait par hasard. Ainsi, en 2002, près de Poitiers, un agriculteur déterre un trésor enfui depuis 1500 ans. Le trésor de Civaux, en référence au village où on l'a trouvé. Plus de 6000 pièces d'or et d'argent, des bijoux et des objets en bronze. De nombreux autres exemples existent, mais il y a aussi des trésors mythiques, légendaires, que certains recherchent depuis la nuit des temps. Les crânes de cristal appartiennent plutôt à cette catégorie dans laquelle les références à d'anciennes légendes sont nombreuses. C'est le cas de l'Arche d'Alliance. Selon la Bible hébraïque, l'arche était une boîte en bois d'acacia recouverte d'or, mesurant 1,10 m de long, sur 66 cm de large et 66 cm de haut. L'arche aurait été construite sur les ordres de Dieu, donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Elle contenait les tables de la loi, les 2 pierres gravées des 10 commandements que Dieu avait remises à Moïse. L'arche a joué un rôle important dans l'histoire de la Bible hébraïque. Placée dans le premier temple de Jérusalem par le roi Salomon, elle aurait été perdue lorsque le temple a été détruit par les Babyloniens il y a 2500 ans. Des légendes ont circulé sur la localisation de l'arche depuis sa disparition, mais aucune d'entre elles n'a été confirmée. L'arche a été associée à de nombreuses histoires et théories au fil des siècles, notamment dans la culture populaire et les œuvres de fiction. Elle a inspiré l'imagination de nombreuses personnes en raison de son importance religieuse, de son mystère et de sa légendaire puissance divine. Et que dire du trésor des Templiers ? L'Ordre des Templiers est une organisation médiévale qui a été fondée au XIIe siècle en tant qu'ordre religieux et militaire. Selon la légende, les Templiers ont acquis une grande richesse et un pouvoir immense grâce à leur rôle de gardiens des routes commerciales en Europe et en Terre Sainte. Le trésor des Templiers est supposé être un immense trésor qui aurait été amassé par l'ordre au fil des siècles et qui aurait été caché ou enterré pour le protéger de leurs ennemis.
Beaucoup de gens ont cherché à le localiser, ce trésor, mais personne n'a jamais réussi à le retrouver. Selon certaines versions de la légende, le trésor des Templiers pourrait contenir des objets sacrés tels que le Saint Graal ou même l'Arche d'Alliance. D'autres versions de la légende suggèrent que le trésor pourrait être constitué de bijoux, d'or, de pierres précieuses, de documents secrets ou encore de connaissances ésotériques. Plusieurs chasseurs de trésors ont mené des expéditions pour tenter de localiser le trésor des Templiers, mais sans succès. Ainsi, malgré les nombreuses légendes, la véritable existence du trésor des Templiers reste un mystère. Et puis, parlons aussi du trésor des Incas. Voici une légende qui a captivé l'imagination des explorateurs et des aventuriers pendant des siècles. Les Incas étaient une civilisation ancienne qui s'est épanouie en Amérique du Sud, dans les Andes, entre le XIIIe et le XIVe siècle. Ils étaient célèbres pour leurs compétences en ingénierie, leur agriculture sophistiquée et leur travail de l'or et de l'argent. La légende veut que les Incas aient caché un immense trésor pour le protéger des conquistadors espagnols qui ont envahi leur empire au XVIe siècle. Le trésor des Incas est supposé être constitué de quantités incroyables d'or, d'argent, de bijoux, de sculptures et d'autres objets précieux. Toujours selon la légende, le dernier empereur Inca, Atahualpa, a offert de remplir une pièce entière d'or pour sa libération de la captivité des Espagnols. Les Espagnols ont accepté, mais ils ont ensuite exécuté Atahualpa malgré leurs promesses. Les Incas auraient ensuite caché leur trésor. De nombreuses expéditions ont été lancées pour trouver le trésor des Incas, sans succès. La véritable existence du trésor des Incas reste un mystère et la légende continue de fasciner les citoyens du monde entier. Terminons ce petit tour d'horizon de ces quelques trésors légendaires qui ont fasciné les gens à travers l'histoire par la fontaine de Jouvence. Voilà une autre légende qui remonte à l'Antiquité et qui a fasciné pendant des siècles. Selon celle-ci, la fontaine de Jouvence est une source d'eau qui possède des propriétés magiques car elle rajeunit ceux qui la boivent. Ça fait rêver, non? La légende est présente dans de nombreuses cultures à travers le monde, notamment chez les Grecs et les Romains. Au Moyen-Âge, celle-ci est devenue encore plus populaire. Explorateurs et aventuriers ont cherché la fontaine de Jouvence dans des lieux aussi éloignés que les Amériques et l'Asie. La fontaine de Jouvence est souvent décrite comme étant cachée dans un endroit lointain, difficile d'accès et gardée par des créatures magiques ou des gardiens puissants. Pour la trouver, il faut traverser des forêts dangereuses, des déserts arides, des montagnes escarpées et des océans déchaînés. Au fil des siècles, beaucoup ont prétendu l'avoir découverte, mais leur histoire se sont avérées être des canulars ou des escroqueries. Cela dit, l'idée de la fontaine de Jouvence continue d'exister dans l'imagination populaire. En fin de compte, sa véritable existence reste un mystère, mais une fois encore, la légende continue de captiver les gens et d'inspirer leur imagination. Nous l'avons vu, certains sont de véritables trésors et d'autres répondent tout simplement à une attente, un espoir, à l'envie d'y croire. Ainsi, le British Museum, pour ne pas le nommer, a cru ou a voulu croire pendant des années posséder un véritable crâne d'origine aztèque. Un crâne vieux de quelques centaines d'années, voire de plus de 2000 ans. Et on l'a vu, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, le crâne a été retiré des vitrines. Il ne subsiste plus qu'un grand poster qui raconte son histoire. Une petite note indique que son origine est probablement européenne et remonte au XIXe siècle. Mais le fait que ces objets soient modernes ne veut pas dire qu'ils sont sans valeur. Pour Yves Le Fur, conservateur général du patrimoine au musée du Quai Branly à Paris, l'expertise scientifique n'annule pas le pouvoir d'enchantement qui émane des 12 têtes de mort. Et d'ailleurs, dans son film Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, Spielberg exploite ce filon parce qu'il est très fécond pour l'imaginaire. Nous conclurons ce récit en rappelant que les gens adorent les mystères, et c'est pour ça qu'ils préfèrent 100 fois des histoires comme celle des crânes de cristal aux trouvailles archéologiques ordinaires. Ajoutons
que le folklore New Age, qui continue d'entourer les crânes de cristal, montre que, malgré son rationalisme, l'homme moderne reste assoiffé de mythes. J'ai été ravi de partager ce récit passionnant avec vous grâce à la plume de Thierry Dessoif. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.